ce qu'il faut penser, c'est pas tellement la focalisation sur le numérique et la technique, mais la focalisation sur la culture de l'information. Et ça relève vraiment du métier de l'enseignant et de ce qu'il sait faire et des savoir-faire qu'il peut transférer en ligne, sans se sentir culpabilisé, marginalisé, déplacé par la technique. Donc moi je milite pour une formation des enseignants à la culture de l'information, c'est-à-dire vraiment le document en ligne, ces transformations actuelles qui sont radicales et qui permettent plein de manipulations, de simulations, donc des pédagogies que les enseignants savent manipuler par ailleurs. Donc où ils se retrouvent dans leur savoir-faire pédagogique, et je minimise la partie numérique pour plusieurs raisons. Un, c'est qu'elle est devenue effectivement relativement accessible, relativement pas chère, même si les problèmes d'égalité, d'accès restent encore là, mais elle est relativement pas chère, elle est devenue extrêmement conviviale. Donc toute cette partie très lourde de la technique d'il y a 20-30 ans, pour moi, ne se pose plus. Elle a été relativement neutralisée. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est utiliser ces outils pour vraiment continuer à aller vers les apprentissages, vers les tâches, les compétences et aussi les savoirs. Mais voilà, c'est un mixte que l'enseignant ne pouvait pas aborder avant de manière très complémentaire, et maintenant ça lui donne une valeur ajoutée à lui en tant qu'enseignant, parce qu'il sait manipuler ces différentes notions, ces différents concepts. Donc il faut dédramatiser la partie du numérique et vraiment se focaliser sur la culture. Ça, c'est l'enseignement. Et l'information, parce que ça, c'est la nouvelle donnée, c'est vraiment avec ça qu'on va faire la révolution industrielle du 3e millénaire, du 21e siècle. Ce que j'appelle l'ère cyberiste. Ce que j'appelle l'ère cyberiste, effectivement, elle implique une inversion des priorités de l'enseignant. Toutes les priorités sont là, mais la première, c'est pas la transmission. Elle est marginalisée, elle est secondaire, me semble-t-il, puisque effectivement, l'Internet est une énorme librairie en ligne, quoi. Il y a tout, et plus même que ce qu'on veut. Donc il faut savoir plutôt trier l'information, etc., construire les savoirs, évaluer l'information, authentifier l'information. Donc ça, c'est les vrais enjeux de l'enseignant de nos jours. Et ça oblige les enseignants d'une certaine manière à retrouver pour eux-mêmes le parcours intellectuel qui a fait qu'ils sont devenus enseignants. C'est-à-dire apprendre à apprendre, aimer apprendre à apprendre, en sachant que c'est cette démarche intellectuelle qui motive beaucoup de gens, qui motive la curiosité, qui motive le plaisir, plutôt que d'aller vers des choses où on a déjà les réponses toutes faites et il s'agit simplement de repérer où elles sont. On a délégué ça à la machine, tant mieux. Ça libère du temps de cerveau disponible pour penser. Alors c'est vrai que ça oblige à changer un petit peu les priorités des compétences aussi, l'ère cyberiste. Les compétences classiques étaient de transmettre et de transmettre, sont déplacées. On les appelle maintenant comprendre déjà, voire créer et critiquer. Donc ça reste encore dans des compétences, vous voyez, qui relèvent de l'école presque classique. Voilà, c'est toujours quand même ces compétences-là que l'enseignant est censé transmettre. Moi j'en rajoute 4 autres qui peuvent se faire à l'école ou hors l'école, parce que je pense que l'enseignant n'est pas obligé de tout faire, il faut arrêter de lui mettre la pression dessus. La compétence de citoyenneté, pour pouvoir être un citoyen participatif, en sachant aller au-delà du degré zéro de la participation. La compétence de consommation, savoir consommer de nos jours, ça devient essentiel, parce que c'est une société des services vers laquelle on va, avec une offre énorme, et donc beaucoup de choses là-dedans qui ne valent rien. Savoir communiquer de manière interculturelle. Parce que l'Internet, c'est transfrontière. Et donc, on a accès à toutes les cultures du monde, mais encore faut-il savoir les traiter avec respect. Et puis, savoir, alors ce que j'appelle le C de conflit, savoir résoudre les conflits. Parce que, en ce moment, les médias sont plutôt créateurs de conflits, voire tout ce qu'ils disent sur la crise, et tout ce qu'ils réverbèrent de mal-être, etc., etc. Mais moi, je pense qu'une éducation citoyenne, une éducation aux droits de l'homme, elle aide aussi à la résolution aux conflits. Et s'il y a un rôle majeur de l'école, il est là. C'est très concret, bizarrement, parce que je les ai théorisés un peu en 7C comme ça, parce que ça fait 7 compétences, c'est très mnémotechnique. Mais quand on voit comment ça se passe autour de projets, très précis, j'ai un exemple d'une de mes meilleures étudiantes de mon master là, en ingénierie de l'éducation aux médias. Elle a fait travailler 2 communautés à Chypre, une communauté grecque, une communauté turque, qui donc sont séparées par des territoires, ils ne peuvent pas bouger, etc., autour d'objets identitaires de l'anthropologie et de la culture de leur pays d'il y a 8 siècles. Et voilà, autour de ces projets,
Ils s'expriment, ils ont créé des choses nouvelles, donc ils ont fait l'histoire, mais ils se sont projetés dans leur identité, ils se sont réconciliés entre eux, ils vont se retrouver en France tous ensemble en terrain neutre pour une exposition qui va y avoir au Louvre, qui va commencer en octobre sur Chypre et ses trésors culturels. Donc voilà, donc c'est ça qu'est la résolution de conflits, vous voyez, autour de médias, d'échanges entre eux, de création d'histoires, où ils se représentent, ils représentent leur amitié, leur identité. Ils ont dépassé le conflit. Cette génération-là, ces enfants-là, normalement, ils ne se battront pas.